peut-être un petit tour de table rapide pour présenter chacune des entreprises que vous représentez rapidement. Alors, commençons par le bout de la table. Groupe Lang, peut-être pour expliquer aujourd'hui que les entreprises d'expertise ont évolué. Faut l'ouvrir simplement. Hop, voilà. Bonjour à tous. Je vois que sur la présentation, la photo est ancienne et que je suis effectivement qualité président du comité stratégique du groupe Lang. Je vous passe tout d'abord les excuses de notre CIO Pierre-Yves Lang qui n'a pas pu venir, qui est retenu. On bénéficie du vice-président exécutif, la personne de Cédric Villard dans la salle. Dire en quelques mots, bon, les sociétés d'expertise ont évolué sur ces dernières années, ça vous n'êtes pas sans le savoir. On a une empreinte au niveau national, donc qui est très, très, très importante. On l'a vu ce matin, ça a été très largement explicité, si on va dans le dur du sujet, sur cette comptabilité. C'est bien une comptabilité carbone qui n'aura rien à voir, je pense que je le redirai, oui, avec la comptabilité financière. On va revenir là-dessus juste après. C'est une petite présentation rapide de l'entreprise pour la situer. Alors, si pour l'entreprise, on est donc 500 000 missions, 600 collaborateurs. Je pense qu'on doit être à 77 départements avec une agence. L'ambition est à être à moins d'une heure d'un sinistré sur le territoire national, 100% des DROM. Alors, je ne suis pas le mieux passé parce que je n'ai pas connu l'historique et la structuration de ce beau groupe, mais voilà un peu pour les forces en présence et éligibles, sauf si je me trompe, aux critères CSRD. Alors justement, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette présentation. Benoît pour BCA, donc vous êtes deux représentants de BCA. Je ne sais pas qui prend la parole pour présenter rapidement BCA. Benoît. BCA Expertise, on est une entreprise qui existe depuis 70 ans, bientôt. On réalise à peu près 1 million d'expertises par an sur tout type de matériel roulant. Et ça avec 1500 collaborateurs, dont à peu près 600 experts, on va dire 400 conseillers clients et un certain nombre de fonctions support. Et troisième entreprise, Alliance Expert. Bien, enchanté, merci de m'avoir invité. Donc, Alliance Expert, donc, je suis François Mondello, je suis le président du groupe Alliance Expert. Donc, c'est une entreprise d'expertise en France qui représente environ 600 000 sinistres, un peu plus de 650 salariés et qui couvre une bonne partie du territoire. Donc voilà, on fait partie, je vais dire, des 7 grands groupements qui sont présents aujourd'hui sur le territoire français. Alors, je voulais qu'on fasse ce petit tour de présentation parce que ce matin, François Garot, qui nous a quittés, me disait vous n'êtes pas concerné, pas éligible au CSRD. Mais ma question, c'est que finalement, vu la taille aujourd'hui des entreprises d'expertise, ce ne sont plus des petits cabinets comme on avait d'habitude. Vous êtes éligible, François. Oui, alors c'est simple et complexe à la fois. On l'a vu notamment sur les modalités de temps. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on s'est rendu compte qu'il y avait une temporalité qui était fixée par la Direction générale des entreprises et qui concernait bien, au 1er janvier 2024 un certain nombre d'entreprises. Et puis dans un même temps, les batteries ne tiennent pas la journée finalement. Non. Et on a vu donc depuis ce matin qu'en réalité, il y a d'autres temporalités qui sont venues se mêler au discours. Et parfois, on est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal parfois à s'approprier le sujet en se disant, mais où est-ce que je me situe dans cette temporalité ? Je trouve que les entreprises d'expertise, en tout cas en France, elles ont su rapidement s'approprier le sujet, puisqu'on avait une première étape qui était celle de la RSE et qui est venue en amont de la CSRD, qui pour le coup était une démarche plutôt volontaire. Et donc les entreprises se sont imprégnées de ce sujet, elles ont rapidement su comprendre qu'il y avait des vraies valeurs ajoutées pour l'entreprise à suivre ces directives. Donc, quand la CSRD est arrivée, évidemment, on se sentait un petit peu plus préparé. Le deuxième point, c'est qu'on peut imaginer, eu égard à la taille de l'entreprise, qu'on peut plus ou moins échapper à la CSRD, si on peut le dire comme ça. Mais en réalité, on est toujours rattrapé par ce phénomène des parties prenantes. Parce que tôt ou tard, on est toujours une des parties prenantes de ces entreprises. Et donc, en réalité, personne ne peut vraiment échapper à la CSRD. Une fois que ceci a été dit, je trouve qu'on est encore une fois la France champion du monde des acronymes, puisque depuis ce matin, CSRD, EGS, RSE, enfin, et d'autres. ESG, on en a tout un tas. Et donc, c'est difficile de s'approprier, de s'acculturer sur ce sujet-là. Je trouve que pour une fois, le gouvernement a fait un travail de fond, et notamment la Direction générale des entreprises. Elle a mis à disposition de nos entreprises un portail que vous pourrez retrouver dans une version bêta, qui permet, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment la taille de votre entreprise, le chiffre d'affaires, le pied de bilan,
la consolidation, et bien de savoir à quoi vous pouvez être éligible. Et donc, ça peut inquiéter ou pas. Et donc, la question qui est posée par Laurent, c'est de se dire, eh bien, du coup, est-ce que vous êtes inquiété ou pas par ces dispositifs? Francisco l'a évoqué, le tour de table l'a brièvement évoqué. Aujourd'hui, il demeure en tout et pour cause 6 ou 7 entreprises en France qui font le marché. Il y a encore 5 ans de ça, c'était 380 entreprises. Et aujourd'hui, 7 entreprises font 90% du marché. Donc vous imaginez bien que sur un marché à 450 millions d'euros, eh bien, ça fait des parts de marché pour chacun d'environ 80 millions d'euros. Et donc on fait déjà sauter un des 3 seuils qui nous rendent éligibles à la CSRD, celui des 50 millions d'euros. Le deuxième seuil, c'est le nombre de salariés, les 250 salariés. Et donc là encore, sur une population à 5500 salariés dans l'expertise, on voit rapidement que nos entreprises vont frôler avec les 800, 900, 1000 salariés par entreprise. Et donc, il faut qu'un de ces 3 seuils soit atteint. Après la cotation boursière, ainsi de suite, ce sont d'autres éléments qui vous rendent immédiatement éligible. Mais au-delà de ces éléments qui paraissent hyper intuitifs, eh bien, on a ces éléments de base qui font que nos entreprises aujourd'hui sont concernées. Un point supplémentaire, c'est qu'on cristallise souvent sur la CSRD, mais en réalité, quand je regarde, et je l'ai noté parce que c'est difficile de l'avoir en tête, une entreprise comme la nôtre, par exemple, aujourd'hui, eh bien, elle doit produire un rapport de durabilité CSRD, évidemment, mais pas que. Elle doit eh bien, constituer une base de données économique, sociale et environnementale à transmettre à son CSE. Elle doit fournir un index d'égalité professionnelle. Elle doit avoir une approche et une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, donc des dispositifs d'alerte. Elle doit s'intégrer, bien sûr, dans un plan de transition et mesurer ses émissions de gaz à effet de serre directes et adopter un plan de transition en conséquence. Elle doit évaluer la performance énergétique de son entreprise et produire un audit énergétique. C'est beaucoup de choses. Donc, on a vite tendance à aller au raccourci du rapport CSRD, mais en réalité, on est confronté à un certain nombre de mesures qui sont très importantes. Alors, le dernier point que je voulais souligner par rapport à ça, de se dire comment on est impacté par cette CSRD, c'est qu'on y va, et on l'a vu depuis ce matin, tous un petit peu à tâtons. Je ferai finalement l'analogie avec le contrôle technique. Le contrôle technique a commencé avec une dizaine de points. On est aujourd'hui à plus de 150 points parce que c'était la politique des petits pas. Il a fallu s'approprier un certain nombre de scénarios. Et donc aujourd'hui, on voit bien que chacun est en train de déterminer quels seront les points qui seront traités dans leur rapport CSRD. On n'a pas de modèle type, on n'a pas de brouillon de ce rapport extra-financier en se disant tiens, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et donc en 2025, eh bien, on va découvrir ces premiers rapports et on verra bien ce qui aura été mis à l'intérieur. Et d'où l'intérêt, et je l'ai ressenti ce matin, et j'espère que j'ai eu le bon ressenti, que toutes les parties prenantes étaient favorables à ce qu'il y ait des dispositions communes, qu'il y ait des travaux communs, pour qu'on puisse partir sur peu d'indicateurs, mais des indicateurs fiables, et traiter ces indicateurs de façon extrêmement pragmatique. Justement, c'est ce qu'on va évaluer ensemble, ou c'est ce dont on va parler. Ce que je vous propose, c'est pareil, ce matin, on avait 3 points dans la table ronde. Je propose qu'on fasse également 3 points. Peut-être d'évoquer justement l'impact, comment baisser l'impact carbone dans vos activités respectives, rapidement, peut-être effectivement, ce sur quoi vous réfléchissez déjà. Le deuxième point, ce sera effectivement une réflexion collégiale concernant la méthode de mesure. C'est-à-dire, vous y avez peut-être déjà pensé, vous avez peut-être des solutions à apporter. Et puis un troisième axe qui sont des leviers pour agir. Concrètement, l'expert est sur le terrain et ça peut être un acteur important pour agir. En tout cas, ce qu'on peut déjà conclure sur le fait que vous êtes éligible à la CSRD fait que vous avez déjà mené de la réflexion. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, je donne peut-être la parole au groupe Lang. Alors, je sais qu'il y a un petit slide peut-être à projeter sur effectivement la façon dont vous avez réfléchi dans une entreprise, par exemple, par rapport à l'impact, et on verra ensuite avec les autres entreprises. D'accord. Alors, rappelez effectivement, donc on est dans 3 leviers. Le premier, c'est partager les objectifs, ça a été largement dit ce matin. Là, on est dans la mesure pour réduire. Donc, ça veut bien dire qu'il y a 2 étapes dans la feuille de route. La première, c'est de mesurer. Et la troisième, donc, c'est d'imaginer des leviers pour agir, bien sûr, pour réduire, c'est dans le titre. La mesure, préciser que c'est une mesure, selon nous, donc, qui absolument doit être des mesures de flux physique, ça ne peut pas être financier, sinon on ne dit pas grand-chose, c'est une comptabilité à part, à côté, qui va traduire la même chose qu'on a sur nos bilans. Ça ne peut pas être non plus des moyennes de moyennes, sinon ça écrase énormément.
Donc, tout ça pour dire qu'on doit être dans un outil qui doit aider, ça c'est un impérium, parce qu'on a bien vu que ça devait être structurant, non pas pour demain, après-demain, mais sur du très long terme, et que tout ça, ça va évoluer, ça a été dit, avec d'autres parties prenantes. Donc forcément, tout ça, ça va être amené à évoluer. On doit poser les fondations, parce qu'en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, lorsqu'on le marché aura décidé ou pas d'avoir plusieurs outils, puisqu'effectivement, il en existe quelques-uns sur l'offre privée. Donc quand il y aura cet outil, bien évidemment, il évoluera. Mais pour le faire évoluer et pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il y ait des fondations et des fondamentaux solides. Alors, est-ce que tout devra être partagé ou pas? Ça, c'est au marché à nous le dire. Il peut y avoir un socle commun et des périmètres à jalons. Ça, c'est le marché qui répondra sur ces sujets-là. Dire que ces outils-là, donc, ils évolueront en fonction de l'évolution. Je souhaiterais également rajouter, ce matin, on a, par exemple, notre scope 1, hein, puisque effectivement, on s'intéresse à ces sujets-là. Scope 2, oui. Il pèse 1% du scope 3, mais ça a été dit par tout le monde ce matin. Sauf que, vous avez bien vu ce schéma-là, nous sommes tous le scope 3 de quelqu'un. Oui, donc forcément, dans le temps, il va bien falloir discuter et échanger sur ces outils pour produire quelque chose. Et on doit tous, effectivement, commencer par faire quelque chose chez soi. Côté d'un prestataire expert, la plus grande empreinte, on a des locaux, on a de l'électricité, comme dans l'IRT, et on a une force de projection d'experts avec des véhicules. Et on se rend compte qu'effectivement, sur la séquence usage du véhicule, en fait, c'est la plus grosse empreinte, à plus de 87%. Alors, comment on fait? La mesure, c'est quoi? C'est des matériaux, une masse, et un poids, etc. Pour le véhicule, c'est un peu plus simple. C'est ça doit être le repère V7 sur votre carte grise, si je ne fais pas d'erreur. C'est votre taux d'émission carbone au kilomètre. Donc voilà, où là, vous avez le facteur d'émission, vous avez un véhicule en face, et vous avez en fait des kilomètres. Alors les kilomètres, c'est pour ça aussi que les entreprises qui ont une vocation à mailler aujourd'hui toute la France, je disais tout à l'heure que l'ambition du groupe était à être à moins d'1 heure de tout sinistrer. Donc c'est permettre une organisation de réduire les tournées pour qu'il y ait le moins de kilomètres, fois ces facteurs d'émission. Donc, comme toute flotte automobile, on doit être attentif à avoir une flotte automobile la plus basse possible. Donc, vous avez les deux leviers, le nombre de kilomètres et le facteur d'émission. Donc, c'est la cotation un peu de votre parc qui donnera votre facteur d'émission. Et là, c'est le scope 1. On a, alors, en fait, au groupe Lang a noué un partenariat avec une société qui produit un outil. Donc là, c'est peut-être une annonce de mesure qui lui permet d'avoir des outils de pilotage. Et c'est la slide. Alors, ce partenaire dans cette société, en fait, a une base de plus de 270 pièces qui rentre dans le détail. Je l'ai dit en préambule, qu'on avait, selon nous, un impérium qui devait présenter des fondations techniques solides pour mettre l'évolution dans l'avenir. Donc, forcément, on s'intéresse aux matériaux, au poids de la pièce, d'où elle vient, etc. On imagine bien qu'une pièce en alu, une pièce en tôle, ce n'est pas la même chose. Si elle fait 2 ou 4 kilos, ce n'est pas la même chose. Donc, tout ça, c'est les fondations pour préparer demain. Aujourd'hui, on a des outils de pilotage sur le groupe Lang, parce que l'ergonomie aussi pour les collaborateurs, pour piloter l'activité, ça fait partie aussi des enjeux RSE qui permettent d'avoir des attendus. On avait à côté des indicateurs traditionnels, coût, délai, qualité de service, etc., qui étaient analysés avec un petit algorithme de l'intelligence artificielle qui, en fonction de la sinistralité, parce que là, on n'évoque pas la sinistralité, en fonction de ce qui rentre, on a des éléments de sortie qui sont différents. Donc, qui avaient un attendu. À côté de ces indicateurs-là, on a rajouté un indicateur qui est le label RSE, qui est le dernier sur la droite, et c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sur lequel on peut basculer sur la slide d'après, merci. Donc, qui rentre un certain nombre d'indicateurs, alors dans l'activité propre, qui est les taux de revisite, les taux le nombre de jours de formation du collaborateur, qui est un certain nombre d'indicateurs, et en ce compris, bien sûr, une performance lorsqu'on répare plutôt que l'on remplace, lorsqu'on met une pièce issue de l'économie circulaire plutôt que l'on remplace, ou une PQE. Donc voilà, on a une partie de l'activité, vous voyez, qui déborde sur le scope 3, et une partie en interne. Tout ça, c'est pour avoir une ambition
RSE, c'est pour ça qu'on a appelé ça label RSE, avec un niveau d'atteinte de l'objectif par rapport à la performance attendue. Merci pour ce développement. Alors effectivement, on voit bien que c'est compliqué parce qu'on passe à la fois du 2, du 1, du 3, donc c'est global. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que vous avez un outil pour essayer justement de piloter l'activité en interne de façon à déjà être performant au niveau de l'activité. Est-ce que ça, c'est partagé, je suppose, par les autres entreprises? Je ne sais pas si Benoît, vous voulez évoquer ça par rapport à BCA Expertise. Vous avez une démarche similaire, je suppose. Oui, enfin, on fonctionne de la même façon. On expertise également dans les véhicules, donc on est très semblables. Ce que je voudrais juste dire, c'est la nature des investissements. Si on parle sur le scope 1 et 2, c'est réduire nos kilomètres. Par exemple, chez nous, c'est 17 millions de kilomètres par an. Ça fait une certaine quantité. Où est-ce qu'on doit investir pour réduire ces kilomètres? Il y a des investissements organisationnels. Depuis nous, plusieurs mois, même voire un certain nombre de temps, on revoit notre organisation pour justement être plus efficace dans nos déplacements. Deuxième nature d'investissement, ça va être des investissements dans tout ce qui va être, on peut appeler l'exploitation de la donnée. À l'échelle d'une entreprise, quand tous les jours, vous devez optimiser la tournée de 400 ou 500 experts qui sont dehors, mais en fait, c'est une problématique de taille, de passage à l'échelle qu'on n'a pas quand on regarde le sujet sur un prisme plus petit. Donc ça, on a cette nature d'investissement. Et après, des investissements dans la digitalisation. Pourquoi? Tout simplement pour maximiser le nombre d'expertises qui vont être réalisées sans déplacement, à distance. Donc ça, on a plusieurs formes, et peut-être après, à un moment, Benoît en parlera beaucoup mieux que moi. On développe un certain nombre d'outils, on n'est pas les seuls, pour éviter justement ce déplacement. D'accord, donc une réflexion sur l'organisation des tournées et sur l'efficience. François, un complément, mais enfin, on va, je pense, tomber dans la même réflexion, la même approche. Alors c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de voir un petit peu comme la formation des groupements, de voir comment est approchée la CSRD au niveau de chacune des entreprises. Le déplacement, évidemment, c'est un sujet phare, mais il y a tous ces autres environnements, puisqu'on a ce qu'on est capable de faire à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est sans sortir de l'entreprise, la consommation de carburant, la politique vraiment d'austérité, on va dire, sur un certain nombre de consommations. Et puis après, il y a tout ce qu'on fait à l'extérieur, la politique pièces de réemploi, la politique des déplacements, la politique self-care, EAD, ainsi de suite. Donc il y a toutes les politiques et c'est intéressant parce qu'on voit qu'entre nous, ça fait partie de ces fameux différenciants dont on parlait ce matin. C'est-à-dire qu'il y a la réponse à la réglementation, c'est-à-dire, bon, j'ai pas le choix que de faire de la CSRD, et puis après, il y a la façon dont chacun va s'approprier la CSRD et se dire finalement, c'est plus, ça va au-delà, c'est de la conviction que j'ai par rapport à ce sujet. Et donc, on va peut-être pas tous approcher, même mettre le même niveau d'énergie sur chacun des facteurs. Et c'est pour ça que ça sera intéressant et ça sera peut-être aussi la transition sur les autres sujets, c'est de se dire quels sont les facteurs qui sont les facteurs prioritaires, qui pèsent le plus dans cette balance écologique et comment on les appréhende pour qu'aussi, à un moment donné, eh bien, les autres parties prenantes puissent nous mesurer. Parce que si on est tous ensemble et qu'on affiche chacun un niveau qui est différent, comment on va étalonner, comment on va dire bien un tel ou un tel a une meilleure politique vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il faut que pour qu'on puisse être mesuré à un moment donné, qu'on puisse être comparé, eh bien, il faut qu'on ait des éléments aussi de mesure comparables. Alors, on va y venir. J'ai peut-être une petite question avant, c'est-à-dire qu'on aurait pu simplifier en disant il suffit que tous les experts roulent en voiture électrique et puis ça y est, c'est gagné. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, peut-être. Hein. Non, parce qu'il y a des mauvais réflexes qu'on peut avoir. Il y a des choses qui sont totalement contre-intuitives. Par exemple, on pourrait dire en termes de mesure, une EAD, ça pèse moins qu'un déplacement de terrain. Bon, ça paraît évident, mais ça dépend. Évidemment, si on a une expertise à distance qui ne donne pas lieu à une expertise terrain, qu'on a une expertise terrain qui se fait avec un V8, évidemment, c'est de la caricature. Mais par contre, il y a tout un tas de scénarios, puisque la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le niveau de profondeur, c'est le niveau de granularité. C'est-à-dire que dans la CSRD et dans la sobriété énergétique, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut commencer à mesurer, par exemple, le véhicule électrique, mais parmi les véhicules électriques, tous n'ont pas le même rendement. On pourrait imaginer que ce véhicule électrique, il fait 40 km par jour, mais il pourrait en faire peut-être plus que 20 si on optimisait, et ainsi de suite. Et donc, on peut optimiser à l'infini. C'est vraiment un domaine sur lequel il n'y a pas de limite, la sobriété. Un petit complément. Juste rebondir sur le fait, quand je disais tout à l'heure, effectivement, qu'on est tous le scope des autres. Ce bilan-là, il y a des investissements en carbone qui vont être bons. Pour ça, il faut qu'on arrive à se parler sur l'ensemble des filières, et même interfilières, parce qu'il y aura un investissement qui va permettre des gains plus importants
par exemple, l'expertise terrain. Si on revient sur nos cœurs de métier, allez, si j'investis 4 kilos de CO2 pour en gagner, je vais vais pas donner de chiffres, 50, 100, ben c'est un bon investissement. Et c'est une autre comptabilité. Un petit complément, Benoît, d'accord là-dessus, sur ce complément? Mais effectivement, enfin, on peut tous être d'accord sur le fait qu'il faille s'aligner. Et là, d'autant plus, on avait des visions dans cette matinée qui étaient des visions quand même plutôt globales. Je pense que là, on est des acteurs très proches, justement, du sinistre, de la remise en état. Et c'est important, je pense, que au niveau de cette profession, on arrive à avoir les mêmes définitions, les mêmes hypothèses de calcul. Après, on a des véhicules, Darva parlait, peut être totalement le véhicule, mais à un moment de définition qui sont faites par cette profession. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, les experts, depuis maintenant des dizaines et dizaines d'années, ont défini la façon dont on déterminait la valeur avant sinistre d'un véhicule. Il y a des choses qui s'appellent des bilans techniques, il y a des ABAC, de dépréciation, il y a toute la méthodologie qui est faite. Celle-là, les experts en automobile l'ont instaurée depuis des dizaines d'années, ce qui permet aussi, mais après, quand vous gérez les dossiers, d'avoir une lecture commune, un référentiel. Et je pense que là, aujourd'hui, on doit, je ne sais pas, aller dans la même direction, il me semble. Est-ce qu'il serait profitable pour tout le monde? Alors, c'est le point numéro 2. Juste, Laurent, pour rebondir, on a tous dit pas mal de choses, des indicateurs, il y en a plein. On peut trouver le modèle parfait et lancer quelque chose dans 10 ans, ou on peut se dire que déjà aujourd'hui, il y a des indicateurs très pertinents sur lesquels on a une action directe qu'on peut déjà lancer et ensuite, après, aller approfondir. Typiquement, je reprends l'exemple de l'expertise à distance. Effectivement, entre un véhicule ou un autre, on ne va peut-être pas utiliser la même chose, mais je pense que on doit prendre cette granularité s'il y a un examen terrain dedans, par exemple, puisque ça annule l'expertise à distance, puisqu'on fait un déplacement, mais ça a le mérite d'être quelque chose qui est tout de suite manœuvrable auprès de notre population et assez compréhensible. Je prends toujours l'image du Nutri-Score. Hein. Si on le comprend tous, c'est parce qu'il y a du sel, du gras, du sucre. Et finalement, si demain, on veut en fait faire comprendre à l'ensemble de la profession au moins une première démarche, je pense qu'il faut qu'elle soit simpliste. Et on voit, on est à peu près sur les mêmes indicateurs. Si on commence à tout de suite tout couper en 4 ou en 12 ou en 20 000, parce qu'avec les scopes 3, on pourrait, je pense qu'on n'est pas prêt de sortir quelque chose. Alors, voilà, petite manipulation de micro. Donc, on est sur effectivement une réflexion commune pour la mesure. Là, la mesure, alors on a parlé du scope 1 et 2, là on est peut-être sur le scope 3, donc un besoin de travailler en commun. J'ai noté, quand on avait échangé, une crainte. Il ne faut pas que chacun y aille avec son ou ses propres indicateurs. François, là-dessus. Oui, c'est la raison pour laquelle la FFEA s'est emparée du sujet, donc avec les réparateurs. Donc, on a créé un groupe de travail. Alors oui, double casquette, mais tout le monde le sait. Ouais. François est aussi président de la FFEA, mais on ne peut pas ne pas en parler non plus. Oui, parce que ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, chacun des acteurs a une forme de compétence dans son métier. Et nous, la compétence qu'on a aujourd'hui dans l'expertise automobile, c'est la maîtrise de nos opérations journalières, et je pense qu'on est tout à fait en capacité de déterminer quels sont les bons indicateurs. Donc après qu'il y a un agrégateur qui puisse à un moment donné dire bien j'agrège les informations des experts, celles des réparateurs, celles des glaciers, et puis j'arrive à faire une notation globale par code GTA pour l'impact carbone, ça peut avoir du sens. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on néglige un certain nombre de valeurs ou qu'on moyennise un certain nombre de valeurs en se disant, pour reprendre l'exemple du contrôle technique, se dire on va de suite à 150 points de contrôle. Ceux qu'on maîtrise mal, c'est pas grave, on va les moyenniser, ça donnera déjà un indicateur, et puis après on les perfectionnera, on les optimisera. Moi je pense plutôt qu'il faut partir sur des indicateurs clés, simples, et que chacun puisse concourir à cette agrégation. Nous, aujourd'hui, par exemple, on est capable, on le disait à l'instant, sur le AD, je peux faire une AD sur un véhicule et donner 250 heures de réparation et faire une expertise terrain où je vais donner 1 heure de réparation. Donc, l'impact du sinistre, ça ne sera pas le même, quoi qu'il en soit. Et donc ça, cette granularité, cette finesse dans le traitement, il faut que ce soit les professionnels qui la donnent. Quitte à la communiquer à un agrégateur, s'il doit y en avoir un, mais en tout cas, il faut que chacun, dans son domaine, les experts, les réparateurs, puissent concourir à cette consolidation de données. C'est en tout cas ce que nous, on promeut au niveau de la fédération. Donc tout un groupe de travail qui va se mettre en ordre de bataille. Benoît, on parlait d'une norme pour la profession. Est-ce qu'il faut établir une norme? Comment on établit une norme? De quoi on parle dans une norme? Pas simple.
Alors après, sur l'établissement des normes, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui sont là aussi pour aider la fabrication de normes. Et ça peut, je pense, réellement être des opportunités pour avoir ce langage commun. Aujourd'hui, on est finalement très peu, de moins en moins d'entreprises, hein. Et en fait, ça, c'est une opportunité là-dessus. C'est-à-dire que le dialogue est plus facile quand on est 10 autour de la table que quand on est 340. Donc, je pense qu'on peut arriver à l'appui d'organismes reconnus, avoir, je pense, quelque chose qui constituerait ce socle commun. Oui, on avait cité 2 organismes. Alors moi je ne les connais pas, mais PICAF et FRAC, c'est ça notamment, tu avais donné des exemples. Oui, voilà, ça c'est les organismes aujourd'hui que certains d'entre vous connaissent qui établissent à l'échelle européenne un certain nombre de normes. Effectivement, ça peut être une orientation. Des acteurs. Enfin, ça, je dirais, c'est presque secondaire une fois qu'il y a une volonté commune d'aller vers ce processus. Oui, rebondir, et ça a été dit ce matin. En fait, avant peut-être de le certifier, les outils, en fait, ils doivent faire preuve de leur robustesse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut faire un peu leur stress test en faisant l'analyse de leur sensibilité, en changeant, que c'est une recette, hein, vous l'avez bien compris, c'est une recette pour arriver à une masse de kilogrammes de CO2. Donc, il faut faire varier des éléments, et on mesure comme ça la sensibilité de l'outil. Et il fait preuve de sa robustesse, c'est-à-dire de sa fiabilité pour l'avenir ou pas. Donc effectivement, là, il y en a quelques-uns qui existent, mais ça a été dit ce matin, cette nécessité de robustesse. Et ça, il faut qu'il fasse ses preuves. Ça peut pas, c'est pas une certification qui va le donner. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que ça va faire apparaître de nouvelles data qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, qui en termes de pilotage, qui vont être puissantes. Troisième chose peut-être, c'est de dire que, selon moi, il faut qu'il soit enrichi par des personnes qui soient près du domaine de connaissance. Alors, si on parle de l'expertise, c'est forcément des experts, parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer ces outils-là en s'éloignant du domaine de connaissance, que ce soit le producteur d'une pièce, pour une prestation de service, un expert, d'un assureur. Vous imaginez que ce n'est pas possible de ne pas embarquer celui qui est au milieu de ce domaine de connaissance. Très bien. Alors, Benoît, je sais qu'il y a une slide qui correspond à des exemples de poids. Donc, les data, elles existent du côté de l'expertise, par exemple. Donc, effectivement, ce serait de se partager toutes ces données pour déjà estimer des poids. Mais prenons une illustration, là. Oui, en fait, c'est ce qu'on fait. Et nous, on a eu l'opportunité, effectivement, comme ça a été cité ce matin, de travailler avec Crédit Agricole sur, aujourd'hui, un modèle pour mesurer les émissions. L'idée, c'est pas du tout d'obtenir une vérité. La vérité, je pense qu'on va le dire, elle viendra à travers un consensus. Toutefois, le fait de faire des constats, commencer à travailler, peut alimenter la réflexion. À travers cette planche, ce que je voulais faire valoir, c'est que si on regarde un peu historiquement comment on pilote nos activités, et notamment la remise en état des véhicules sinistrés, il y a un angle très fort qui est comment on maintient une assurance auto accessible à tous. Ça passe par la régulation des primes et donc la régulation des sinistres. C'est le travail que font au quotidien les experts et les réparateurs par leurs accords contradictoires pour trouver des optimums de réparation. Donc on est quand même depuis longtemps maintenant, ancré dans cette culture de piloter autour du coût de sinistre. Là, sur le graphe que vous voyez, on a évalué d'un côté les émissions de 334 modèles de véhicules, et de l'autre côté, on a évalué leur coût de remise en état. Donc c'est sur les deux axes. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les émissions et le coût de remise en état, les euros, sont un peu liés, mais pas totalement. Donc, pour ceux qui aiment les stats, il y a un coefficient de corrélation de 0,57 sur ce nuage de points, c'est-à-dire que ce n'est pas ultra corrélé. Et ce qu'on voit, c'est que pour un même coût de sinistre, vous pouvez avoir une variation d'émissions qui va être quasiment jusqu'à 50%. Pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, on a des différences assez notables on a parlé ce matin, la réparabilité du véhicule et donc leur conception, et aussi les tarifs de pièces de rechange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le paradigme actuel, l'élément de décision, c'est le tarif. Donc, quand il y a un arbitrage et lors de l'expertise,
l'expert, le réparateur, dans la discussion contradictoire, ont plusieurs options, c'est souvent la question, effectivement, du coût, qui est un élément décisionnel. Et donc là, on va voir, si on veut piloter les émissions, il faudra avoir un prisme de vue qui soit un petit peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut abandonner la maîtrise des coûts de sinistre, loin de là. Simplement, c'est quelque chose qui vient à côté. Et ça va changer beaucoup de choses dans l'approche qu'on doit avoir où on va piloter nos activités. Et donc, pour illustrer ces différences, sur la planche suivante, on s'est représenté sur un véhicule moyen, sur les éléments principaux, vous voyez, les éléments de carrosserie qui sont les plus touchés lors des sinistres. Deux indicateurs. Un, les émissions qui sont sur une base 100, donc ce n'est pas du tout des kilos, c'est un ordre de grandeur. Et après, un ratio d'évitement. Le ratio d'évitement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est qu'on a bossé sur le sujet, on a rapidement été convaincu que raisonner en valeur absolue, pour piloter, ça n'a pas tellement de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien, les émissions sont très corrélées en revanche avec la gravité des sinistres. Plus vous avez de pièces qui sont touchées, plus vous avez d'émissions. Est-ce que ça veut dire qu'on doit attribuer un mauvais score quand on répare une voiture qui est fortement accidentée? Je ne pense pas. En revanche, raisonner sur un ratio d'évitement qui permet de dire, si j'avais rien fait, moi expert, moi réparateur, si je n'avais pas réparé de pièces, si je n'avais pas monté de pièces, finalement, mes émissions auraient été 30% plus élevées. Et donc, on voit bien que ça nous permet, même si on a un niveau d'incertitude sur la mesure, ça nous permet de piloter une trajectoire qui va être celle qui va nous dire comment de plus en plus on décarbone la réparation automobile. Une réaction, François ou Benoît, un complément? Je peux juste compléter par rapport à ce que disait Benoît sur les véhicules. Il y a 23 ADAS qui sont obligatoires aujourd'hui sur l'automobile. Une Dacia, aujourd'hui, elle a des capteurs devant qu'elle n'avait pas avant et ça ne se répare pas. Et donc, du coup, si on commence à regarder en fait le poids, la Dacia va peser plus lourd. Pour autant, l'expert et le réparateur, dans leur contradictoire, ils auront joué le jeu. Donc, il y aura des opportunités de chercher, et on y reviendra après, d'autres solutions et d'autres alternatives. Mais pour illustrer le propos de Benoît, c'est exactement ça. Vous avez des radars sur tous les pare-chocs maintenant, et ces radars-là, ils pèsent un poids. On peut encore, pour le moment, pas les réparer. Et donc, du coup, forcément, ça vient impacter et rendre la réparation plus polluante, entre guillemets. Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, dans l'expertise, ça fait un moment qu'on adresse ces sujets malgré nous, avant même la RSE et la CSRD, puisque la pièce de réemploi, ça a toujours été au cœur de nos activités. La négociation des coûts, la négociation au travers des méthodologies avec les réparateurs, ça a toujours fait l'objet en fait, de la réparation au meilleur coût. Et ce qui est étonnant, et dans les études qu'on a pu faire, nous, au niveau d'Alliance Expert, c'est qu'on arrive parfois à des choses qui sont étonnantes, qui peuvent être de l'ordre de dire, sur un aspect économique, il peut y avoir un intérêt à remplacer ou à réparer. Et puis après, sur un intérêt qui va être plutôt sur la partie green, de se dire, finalement, ça peut impacter ma décision. Et alors ça serait totalement disruptif pour nos métiers. C'est de se dire que demain, on pourrait intégrer dans notre réflexion, de se dire, techniquement, c'est réparable, mais finalement, c'est plus écologique de remplacer. Alors que depuis ce matin, on promeut la réparation versus le remplacement, ce qui est dans les grandes lignes plutôt la bonne intuition. Mais il y a quelques cas à la marge où parfois on va se dire bien de réparer pendant 3-4 heures, de taper sur une tôle, ainsi de suite, alors que derrière on pourrait avoir une pièce de qualité équivalente ou de réemploi ou neuve, qui aurait un impact écologique moins important. Du coup, ça va poser des questions qui vont au-delà de la technique. Ça voudra dire, est-ce qu'il faudra que dans notre interrogation qu'on aura avec le réparateur, se dire à quel point cet impact carbone, il doit peser pour nous qui sommes des purs techniciens. Et donc ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on s'adapte au fur et à mesure à de nouveaux modèles, en se disant qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'économie de la réparation? Est-ce que c'est l'économie de l'empreinte? Est-ce que donc il y a des vrais schémas qui risquent d'être redéterminés? Alors ce matin, on avait un assureur qui parlait du contradictoire, l'important du contradictoire, mais on y reviendra tout à l'heure effectivement dans les leviers, mais ça c'est un point important. Ce matin aussi, j'ai noté dans la tour de table assurance, on avait l'exemple de Pacifica qui avait au moins le mérite de faire quelque chose. Je pense qu'il y a un slide qui m'a été donné par le groupe Lang, peut-être l'expliquer
évoquiez, c'était justement aussi, ça a le mérite d'exister, mesurer pour réduire, quelque chose qui a déjà été expérimenté, c'est ça? Tout à fait, ben, c'est un dashboard que je vais décliner. Juste rebondir qu'effectivement, c'est ce que j'évoquais, des datas nouvelles que l'on n'imagine pas. C'est pour ça qu'il faut une autre comptabilité carbone, avec des leviers d'action qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur ce qui a été fait, on a des variations, et il s'éteint là-bas, l'écran, très importantes d'ailleurs d'un modèle à l'autre, c'est l'intéressant de faire des mesures, alors quel que soit l'outil, c'est d'avoir des métriques et des ordres de grandeur. Parce que parfois, on tombe sur des choses qui vont à l'encontre de biais cognitifs et de préjugés qu'on pourrait avoir. Donc, c'est pour ça que la mesure peut être intéressante. Alors, sur ce dashboard-là, ce que l'on voit, c'est que l'on est, alors que je me rapproche, à 87 kg en moyenne sur un dossier de CO2. On a des gains 37 sur la gauche, gains moyens quand on installe une PRE. Et on est en gain en réparation, je ne suis pas sûr de le voir là, à 47, je suis un peu éloigné. Et sur le book, je suis vraiment très loin là. Il fallait fournir un gros slide. Je change de lunettes, où on voit, quand on va commencer d'en bas, sur les locaux, où on est à 0,7 kg, lorsqu'on est à l'expertise, on l'évoquait tout à l'heure, à 4,6 kg, c'est ce que représente un petit peu l'ensemble du marché. Quelque chose qui est plutôt étonnant, contre-intuitif. Le déplacement de l'assuré, 20 kg. 20 kg de CO2. Il se déplace une première fois chez le réparateur, il fait une expertise, il fait un aller-retour, il va porter son véhicule une deuxième fois, deuxième aller-retour, et il va chercher son véhicule à la livraison. Troisième aller-retour. Avec les distances moyennes telles que se situent en France, parce qu'il n'y a pas que Paris et il n'y a pas que les grandes métropoles, en fait, on atterrit à 20 kg. Et bien ça, pour moi, franchement, j'étais très étonné là-dessus. Une découverte. C'est une découverte. Je ne m'attendais pas à ces chiffres-là. On a bien sûr l'emprise de la main-d'œuvre avec les réparateurs et la peinture, où ça a été dit, la grosse empreinte sur un atelier, c'est la cabine de peinture. Voilà. C'est tout l'intérêt de ces métriques-là, quels qu'ils soient, quel que soit l'outil qui soit choisi après, c'est de faire des métriques et des ordres de grandeur pour faire des appréciations, des évaluations pour l'étape d'après, parce que l'étape d'après, c'est mesurer pour réduire, c'est avoir des leviers pour agir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Si je remonte un petit peu, on a, mais ça, c'est pas une découverte, on a 42 kilos, donc c'est l'extraction, la fabrication de pièces. C'est le préusage. On a ensuite donc l'échange de pièces, donc la fabrication et le transport qui pèse encore 15 kilos. C'est dans la colonne de droite, pour que les gens suivent. Oui, pardon, c'est petit pour moi et je le connais. C'est une version 2, mais je le connais. Et le premier, donc en échange PRE, ça a été clairement dit ce matin, où là, on a 0,27 kg. Donc le gain, on sait ce qu'il faut préconiser. En termes d'outils de pilotage, c'est là où je disais des datas nouvelles. En fait, ça permet de piloter de l'activité de manière très fine. En fait. Même on aura de nouvelles data, mais que l'on n'imagine même pas, y compris des éléments de comparaison qui, voilà, sur certains modèles, on va de 50 à 500 kilos. Vous voyez. Alors, il faut mettre les bémols, mais on l'a dit ce matin, ça dépend du périmètre, ça dépend de la sinistralité que vous faites rentrer. Les sinistralités ne sont pas tous les mêmes, entre Paris 16e et la Corrèze. Tout dépend de la sinistralité qu'on fait rentrer, mais à partir du moment où on a un certain nombre de data, on peut faire des comparatifs. Donc, qui vont du simple au double, au triple, en fonction de la technologie qui est embarquée. La réparation ne sera pas la même. Donc, c'est important de dire effectivement qu'on ne peut pas moyenner, c'est ce que je comprends. Voilà. Tu comprends ce que je voulais dire. Donc, mais ça, c'est l'exemple qui existe, qui a le mérite d'exister, et quelque part, c'est apporté pour une réflexion commune. C'est-à-dire concrètement, ça peut être partagé pour une réflexion au sein du groupe de pilotage de la FFEA. Enfin, François, un mot là-dessus ou... Oui, complètement. Ben là, on y va tous à tâtons. Finalement, on a tous sorti des premiers éléments. On voit que, voilà, je trouve ça plutôt particulièrement pertinent, le côté de se dire on ne peut pas accrocher une valeur à l'intensité du sinistre, parce que évidemment, un gros sinistre, il aura un impact qui sera plus important qu'un petit sinistre. Donc ça, on ne maîtrise pas cette sinistralité-là. Donc bien sûr, il faut qu'on mette un certain nombre d'éléments en commun, il faut qu'on les mesure en commun. Et ensuite, voilà, on est tous des concurrents et puis on doit se différencier pour dire qui est le meilleur, mais qu'à la base, on parte tous avec les mêmes règles du jeu. Partir avec les mêmes règles du jeu. Et donc, on arrive au troisième point sur
des effets de levier, une fois qu'on aura cette mesure en tout cas, comment agir. Alors peut-être Benoît, j'ai mis la slide, elle n'était pas bien positionnée dans l'ordre, donc je l'ai remise. Là, le contradictoire, on en a parlé ce matin, donc le contradictoire, c'est quand l'expert est en face du réparateur. Là, il y a beaucoup de choses à faire, acculturer, expliquer, sensibiliser, partager. Je pense qu'il va dans les deux sens. En fait, c'est vrai que je vais prendre l'expert, si on nous compare à un virus. En fait, on se balade dans plein de garages toute la journée et finalement, on peut transporter les informations qu'on a pu récolter, les bonnes pratiques qu'on a pu avoir auprès de certains professionnels. Il n'y a rien qui nous empêche au moment du contradictoire de dire « Ah bah tiens, ton collègue ce matin, il m'a trouvé une petite astuce pour réparer un détecteur et ça serait bien que tu l'essayes. » Et du coup, en fait, ce partage-là, c'est une fois le réparateur qui le donne à l'expert, une fois l'expert qui le donne au réparateur. On doit travailler ensemble et c'est le contradictoire qui fait ça. Covea ce matin a parlé du sujet de l'échange entre l'expert et le réparateur sur plusieurs plans qui sont la technique, l'économique. Et l'économique, on ne peut pas le nier. Quand on parle d'économique, je ne vais pas parler de meilleurs coûts, plutôt de juste coûts. Et je vais surtout, en termes d'économie, on va beaucoup réfléchir en termes de marge auprès du réparateur. Ce n'est pas voie contraignant. Quand vous avez un constructeur qui met une porte à 1 700 € avec 50% de marge dessus, c'est assez difficile d'aller trouver une solution de réparation quand on sait que le réparateur, nettement, juste en vendant la pièce, il touche 50% de 1 700 €. Mais typiquement, on a ce nouveau prisme. Aujourd'hui, on parle d'heures, on parle de typologie de pièces. On va à la fin parler in fine de marge. Un réparateur, et c'est logique, il a besoin de faire vivre sa société et donc du coup, il a besoin de retirer un certain nombre de marges. Donc le contradictoire, il est primordial. J'ai mis quelques cas d'usage et désolé, je l'ai envoyé tardivement puisque j'ai récupéré ça dans mes archives, mais on partage en fait en interne une solution qui permet de mettre automatiquement quelque chose qu'on a pu rencontrer sur le terrain à disposition de l'ensemble des experts. Et les cas que j'ai montrés, c'est simplement pour dire sur certains véhicules, par exemple, là, si on prend la première slide en haut à gauche, c'est une classe A, on a un détecteur à l'arrière d'angle mort, il y a un connecteur dessus, il casse tout le temps. Dans chaque choc à l'arrière gauche, il casse. Ça nous embête. C'est un faisceau d'habitacle complet à changer. C'est 4 000 € le faisceau. C'est une sacrée perte d'heures et je pense que quand on est réparateur, on n'a pas envie de le changer parce que suffit que vous passiez à gauche ou au lieu d'à droite et vous n'arrivez pas à reconnecter. Bref, tout ça pour dire qu'en recherchant et en se disant avec un acteur local, ah ouais, j'en ai une sur le parc et je crois que c'est un gros choc à l'avant. Tu as le connecteur. Ouais, mais il te sert à quoi? Je vais le remonter. Et donc, on arrive à trouver un truc un peu sympa où on se dit, le recycleur se dit, c'est une opportunité. Du coup, toutes les Mercedes, je coupe les connecteurs et tu m'appelles. Ouais, ok. Donc, le recycleur, il recycle plus. Le réparateur, en fait, il permet de réparer le véhicule souvent beaucoup plus rapidement pour l'assurer. Et finalement, in fine, c'est bon pour l'ensemble de nos cotisations puisqu'on ne met pas un faisceau à 4 000 €. C'est aussi bon, du coup, pour l'écologie. Vous comprenez bien, un faisceau, c'est hyper gourmand en CO2. On a eu un autre cas, et là, du coup, c'est marrant, mais je le dis quand même, c'est chez BMW, on a une capote à changer. En fait, si on ne cherche pas dans les livres, dans les fins fonds de chez BMW, on ne trouve pas un petit kit de réparation qui existe, en fait, et qui est, semble-t-il, pas adapté à cette capote, mais plutôt à une autre. Et finalement, en fait, il va très bien sur cette capote-là. Donc, il y a juste à prendre la référence du modèle d'avant, et ça fonctionne sur le modèle d'après. Là, on fait un gain substantiel, je vous garantis que c'est assez important. Et puis, j'avais mis 2 autres cas derrière, c'est cette notion, pour l'avoir en tête, mais les radars, c'est un vrai piège pour nous. Aujourd'hui, ils sont fixés avec des capteurs, avec des supports. Ces supports-là ne sont jamais disponibles, c'est la première chose qui casse. On peut comprendre que c'est pour des notions de sécurité piéton, mais parfois, en fait, il faut toujours trouver ces petites solutions. L'impression 3D, on l'a vu. Là, en l'occurrence, c'était encore avec un recycleur. Là, je montre le cas d'une garniture de siège chez Peugeot, presque 4 000 €, la garniture du siège passager. On en a pas mal en fait chez les recycleurs. C'est pas très bien d'avoir une garniture de siège qui soit pas neuve, mais c'est peut-être mieux quand ma voiture elle a 10 ans et que ça va faire tâche avec celle du conducteur. Donc du coup, on se met d'accord avec aussi quelqu'un en local qui fait de la rénovation de sellerie. Et donc,
ça illustre bien cette notion d'écosystème. C'est le réparateur, l'acteur local, recycleur, fournisseur de pièces aussi, hein, pas forcément que de la réemploi. Et puis, des acteurs locaux qui sont capables de faire des choses, parfois sur la réparation de sièges, de tableaux de bord. Enfin, on peut aller très très loin. Donc, on voit bien qu'on a aujourd'hui tout un éventail de solutions. On en a déjà parlé avec François. Avec la FFEA, il y a une vraie opportunité de se dire demain comment on pourrait un peu labelliser des partenaires ou des prestataires pour aller plus loin dans des solutions de réparation. Voilà, pour apporter concrètement des solutions aussi aux experts sur le terrain, d'être force aux experts et je le redis encore aussi aux réparateurs. Aux réparateurs, voilà. Dans le contradictoire. Une dernière question, parce que le temps a passé vite, je vois le maître du temps qui est levé, donc ça veut dire qu'on est en train de dépasser. Mais on a eu un aparté au début qui nous a mis un petit peu dans le jus, donc on est dans le timing. C'est comptabilisé, d'accord. Donc, on est vraiment en retard. Alors, simplement, ça, c'est nouveau. Le contradictoire aujourd'hui, enfin, non, le contradictoire n'est pas nouveau, mais l'approche écologique, l'approche impact carbone n'était pas vraiment présent jusqu'alors. Le OCSV, on a initié avec eux et avec le GNFA aussi d'ailleurs, hein, la mise en place de formations croisées entre l'expert et le réparateur où on aborde clairement cette notion de RSE en fait. Mais on voit bien, hein, on ne peut pas parler que de l'écologie, c'est un global. Il faut parler de l'économique, il faut sensibiliser les réparateurs, ils ne le sont peut-être pas tous, mais ça veut dire, messieurs les chefs d'entreprise, vous avez aussi à former l'ensemble de vos personnels. François ? Oui, évidemment. Enfin, encore une fois, ce qui remonte par rapport à toutes les informations qu'on a pu recueillir ce matin, c'est qu'on doit travailler main dans la main. C'est-à-dire que l'enjeu écologique, c'est pas un enjeu d'une profession, c'est un enjeu global. Et qu'aujourd'hui, on en parlait ce matin, les constructeurs automobiles doivent faire des efforts pour rendre les véhicules mieux réparables, pour faire des méthodologies moins complexes, parce que les constructeurs sont tout à fait capables de faire en sorte qu'un optique se démonte en une demi-heure et pas en 3 heures, et qui n'implique pas la dépose du pare-choc et ainsi de suite. Ils sont capables de fabriquer des pièces qui peuvent permettre la réparation plutôt que le remplacement. On a des centres de déconstruction aujourd'hui dans l'inconscient collectif, alors pas aujourd'hui parce qu'il n'y a que des professionnels, mais souvent on a l'impression que quand un véhicule arrive dans un centre VHU, en fait toutes les pièces sont démontées et sont mises sous étagères. Et on se dit, tiens, finalement, quand il y a un choc avant, toutes les pièces du choc arrière sont disponibles à la vente. Mais c'est totalement faux, en fait. Hein. Ils vont déconstruire une partie du véhicule. Et donc, l'exemple, par exemple, de ce connecteur, c'est la preuve qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on leur dise, peut-être à ces déconstructeurs, je ne sais pas, moi, le connecteur arrière droit de la classe A, on en a besoin, donc jetez pas le faisceau à la poubelle ou alors ne le déconstruisez pas de la même manière. Et donc, pour les réparateurs, ils ont tout un tas de choses à nous apprendre, on a tout un tas de choses à leur apprendre. Il faut effectivement qu'on arrive à se donner les best practices entre nous, mais on ne peut pas être en silo. Il faut absolument qu'on communique tous ensemble. Ce sera le mot d'ordre et le mot de la fin peut-être justement parce qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'il y a des questions, Rodolphe, du côté streaming ou du côté... Il y a quelques questions, mais elles restent assez axées sur la partie mesure carbone, impact du carbone, sur éventuellement les délais de réparation. Si par exemple, favoriser une pièce de réemploi par rapport à une pièce neuve, ça peut peut-être entraîner des délais supplémentaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui pourrait être mesuré, puisque ça a forcément un impact ou pas? Je voulais juste un tout petit point, si Rodolphe, j'ai une seconde. Ça ressemble à une annonce. Je vends ma voiture, non, c'est pas ça. C'est par rapport aux impacts qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais aujourd'hui, la directive CSRD, elle nous impose un certain nombre de choses. Depuis le 1er janvier 2024, en réalité, on n'a pas trop l'impression qu'on va se faire taper sur les doigts si on ne fait pas quelque chose d'exhaustif. Mais la réalité, c'est que ça va nous toucher tôt ou tard et qu'à un moment donné, quand on aura notre rapport extra-financier, il n'affichera pas les bons résultats, on aura peut-être potentiellement des amendes. On voit aujourd'hui que la BCE, elle a voté en faveur de prêts aux entreprises des augmentations de tarifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise qui n'est pas RSE, vous pouvez avoir des variations de 1% sur les taux d'intérêt et sur les taux effectifs globaux. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir dans les sous-jacents des éléments qui nous disent c'est pas que l'esprit vert, c'est aussi préparez-vous parce qu'à la terme, on va commencer vraiment à mesurer et à sanctionner. Très bien, écoutez, une petite phrase de conclusion rapide, il faut vraiment qu'elle soit rapide. Pour répondre que sur la PRE, effectivement, il y a le circuit court qu'il faut favoriser, à l'évidence, le poids ça joue. Dans la PRE, la PIEX, qu'on oublie souvent, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, c'est remballer une PRE.
Et vous verrez que le remballage, qui sont en carton, etc., c'est un vrai poids. Il y a des emballages qui sont réemployables. On parle aussi de réemploi de l'emballage, etc. Donc tout ça, ça se mesure. C'est pour ça que tout à l'heure, et donc ce sera peut-être pour le coup le mot de conclusion, oui. Il faut vraiment aller apprécier dans les flux physiques. Parce que ça, ce carton de remballage pour la PRE, cette distance de la PRE, qu'elle soit en circuit court ou qu'elle vienne de l'autre côté de la France, ça n'apparaît pas dans le flux financier. Parce que donc, quand on a le biais financier, on va au mieux 10 ans, je vais le dire comme ça. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci Francisco. Benoît, un mot. Juste un mot. Enfin, pour moi, par rapport à notre échange que j'ai trouvé très intéressant, et ce qui s'est dit, c'est quand même qu'il y a énormément de conduite du changement à mener auprès, même pas de nos entreprises, de la profession. Et je pense que je suis assez satisfait des échanges qu'on a eus et qui montrent que la profession a déjà pris le sujet, va continuer à le prendre et, à mon sens, c'est profitable à tous, c'est profitable pour les experts, mais aussi pour les réparateurs parce que ça se co-construit et c'est aussi profitable pour les assureurs. Donc voilà, donc ça c'est une orientation que je trouve très positive. Très bien. Un petit mot. Juste ensemble, je pense que c'est le bon mot. Ah, très bien. François, tu as déjà dit. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce tour de table.